Bonjour tout le Alors, monde. Bonjour. bienvenue à un nouvel épisode de Confine ta science. C'est le deuxième des vacances de février. Alors en fait, Confine ta science a commencé au premier confinement. C'est déjà il y a un an quasiment, un petit peu moins d'un an. Et on avait lancé ce format-là. Du coup, comme on peut plus trop se voir en vrai, donc ça devient très très compliqué, on s'est dit, nous, alors c'est-à-dire nous, l'espace de sciences Pierre-Gilles de Gênes et l'association Trace, qui est écrit juste là, qu'un centre de sciences dans Paris, on s'est dit, on va faire des ateliers en ligne. On avait lancé ça pendant le premier confinement, ça avait plutôt bien marché. Et du coup, on est content de le retrouver là pendant les vacances. On s'est dit que c'était un bon moyen de le refaire, donc pendant ces vacances de février. Il y a eu un atelier avec Paul et Clémentine la semaine dernière sur les sciences du comportement. Comment on se comporte, comment surtout les scientifiques font pour faire des expériences sur comment nous on nous comporte en tant qu'humains. Et du coup, là, on a une nouvelle session, donc avec moi, Arnaud, comme c'est écrit en dessous de moi, à ma gauche, en tout cas ici. C'est Eva. Je suis toute nouvelle dans l'équipe de Trace, donc bonjour à tous. Et Et moi, Maxime. c'est Maxime. Vous m'avez déjà vu si vous étiez à Confine ta science au printemps. Alors, on voit qu'il y a déjà des bonjours dans le chat qui arrivent. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent nous suivre. Donc, l'animation, je laisserai présenter Maxime. Pour un peu qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai m'attelé un petit peu au rituel un peu technique. Donc, on est sur la plateforme Twitch. Si vous voulez commenter dans le chat, ce qu'on vous recommande beaucoup, parce qu'on essaie de faire des choses les plus interactives possibles, il faut que vous créez un compte sur Twitch. Comme ça, vous pouvez écrire comme ceux qui ont déjà commencé à le faire. Concernant le chat, on a des modérateurs, donc nos collègues Paul et Clémentine, qui sont derrière leurs écrans dans le chat, qui sont là pour modérer, donc pas d'insultes, pas de propos haineux, et aussi de pas mettre plein de commentaires juste pour remplir le chat et qu'on n'ait plus rien le temps de lire. Voilà pour les règles. Et du coup, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai l'impression que c'est bon. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas de compte sur Twitch et donc ne peuvent pas écrire dans le chat, vous pouvez nous écrire vos questions auxquelles on répondra directement, en tout cas qu'on verra directement à l'adresse mail que Paul peut mettre dans le chat maintenant. Voilà, c'est un autre moyen de nous poser des questions et d'intervenir si vous n'avez pas de compte Twitch. Et pareil, sur cette adresse, Paul et Clémentine sont assez réactifs, donc n'hésitez pas à aussi participer par là. Donc, je vais laisser Maxime continuer pour la suite de l'introduction. Voilà. Ok, c'est parti. Alors. Merci Arnaud. Alors, pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez peut-être, à l'ESPGG, donc à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes, depuis le début de l'année, on a une nouvelle thématique d'exploration qui a été intitulée Normal avec un point d'interrogation. Et l'idée, c'est de se questionner autour de la recherche et des diversités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Ça veut dire se demander quelle diversité, d'une part, il y a dans le monde de la recherche, et d'autre part, comment est-ce que la recherche étudie les diversités. C'est dans ce cadre-là qu'on va inscrire cette animation, cette activité qu'on va faire avec vous pendant 1 heure. Et donc, je vous présente dans les grandes lignes comment ça va se passer, puis après, c'est parti. Vous le savez peut-être, vous avez reçu un mail, on va parler de la classification du vivant. Pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus, mais donc on va avoir une activité où on va vous demander de bosser pour explorer cette notion-là de classification du vivant. Et ensuite, on aura la chance de pouvoir élargir la réflexion en accueillant Paul Verdu, qu'on présentera tout à l'heure, qui est chercheur au Muséum d'histoire naturelle. Mais avant tout, ce qu'on va faire, c'est pour commencer ensemble une mini-activité ultra chronométrée, c'est-à-dire chronométrée qui va durer 3 minutes, pas plus. Donc, quand on va passer à l'écran suivant, vous allez voir Eva avec une feuille de papier et des feutres, ainsi qu'une image qui va s'afficher. Une image qui est un dessin qui a été fait. Vous aurez 3 minutes pour, dans le chat, donner toutes les indications possibles et nécessaires pour que Eva recopie, ou en tout cas dessine ce que vous avez sous les yeux, sachant qu'elle ne l'a jamais vu et ne le voit pas. Donc c'est un jeu que vous avez sûrement déjà fait. Vous aurez 3 minutes, vous êtes nombreux, essayez de donner la description la plus précise possible pour qu'au bout de 3 minutes, on puisse comparer le dessin qu'elle a fait à l'image et que ça ressemble le plus possible. Pendant ce temps-là, moi, je vais lire à voix haute vos commentaires dans le chat pour que Eva les entende.
et je ne vais rien reformuler. Hein. Je dis exactement ce que je lis. Donc, Arnaud, je pense que… Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dites-nous dans le chat si c'est clair. Moi, j'ai bientôt, du coup, dès que Max me donne le top départ, moi, je lance l'écran. Il y aura l'image en bas à gauche que vous devez décrire pour que Eva puisse la dessiner. Donc, Eva ne voit pas l'image, elle ne la connaît pas, on ne lui a pas montré, elle ne va pas la voir en ce moment, elle a fait bien attention à ne pas regarder l'écran, comme vous pouvez le constater. Très bien. Donc, c'est clair pour tout le monde. Je vais lancer, donc tu peux lancer l'écran avec l'image. C'est parti, Arnaud. Et go! Très bien, le chronomètre de 3 minutes est lancé. Allez-y. Et je vais lire à voix haute ce que vous dites à Eva. Un trait vert horizontal en bas. Maison. « 45 secondes se sont écoulées. Non, pas maison. Faut que je cache. Pardon, oui, j'étais censé cacher ce que dessinait Eva et j'ai caché la tête d'Eva. Ce n'est pas pareil. Ah ben bravo. Donc là, vous ne voyez pas ce qu'elle dessine. Juste les 3 traits du bas. Ça, c'est le commentaire qui vient après « non, pas maison ». 1 minute 15 s'est écoulée. Donc, juste les 3 traits du bas de la maison. Peut-être recommencer un peu plus. Ouais, je vais pas aller vite, il faut que ce soit grand. Là, il doit rester à peine 1 minute dans le chat pour qu'Eva réussisse à faire le dessin en bas à gauche. 1 minute 15 pour guider Eva pour faire le dessin. On ne voit pas le dessin d'Eva, donc c'est impossible. Ah ben, c'est normal que vous ne voyez pas le dessin d'Eva. 2 traits rouges qui partent des coins du bas vers le milieu, mais qui ne se rejoignent pas. Ce que je répète. Alors, 2 traits rouges qui partent des coins du bas vers le milieu, mais qui ne se rejoignent pas. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, le but c'est de donner dans le chat toutes les indications que vous voulez pour qu'Eva puisse refaire le dessin qui est en bas à gauche. Ensuite, Eva, nouvelle indication. Trait rouge relié par une ligne bleue comme un filament électrique. Et entre les 2 traits rouges, des boucles bleues comme le fil électrique d'une ampoule. Et pour les rejoindre, une spirale horizontale. Où est-ce qu'on en est du chrono là, Maxime? On en est à 3 minutes 10, pardon, on va s'arrêter là. On prend le dernier commentaire de Quentin et après, on ne prend plus les autres. Le dernier commentaire de Quentin, c'est « 2 arrondis partent de l'extrémité verte qui se rejoignent ». Point, on s'arrête là. Et donc, on va bientôt pouvoir… Est-ce que vous avez hâte de voir le dessin d'Eva? Confinitation, c'est… Hop. Donc, quand tu veux, Arnaud, quand tu veux. C'est bon, on le voit, du coup. Alors, la partie du bas, top. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Eva, comme tu étais. Oui, c'est pas si loin que ça. Mais, ah oui, c'est vrai que la forme du haut, je comprends, en fait, c'est une maison. Je comprends maison, mais en fait, il y avait une courbure. Ok, c'était un peu dur, ouais. Les lignes rouges, ça va aussi, c'est pas trop mal. Ouais, franchement, bravo pour vos descriptions. Ouais, vraiment pas mal, comme, comme dit Paul.
Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il nous manque un toit, hein, quand même, hein. Il nous manque une sorte de toit de la fausse maison, de la non-pas maison. Mais on n'est vraiment pas loin. Ben, si on regarde les indications que vous avez données, vous vous êtes appuyé sur différentes choses. D'une part, un peu d'éléments géométriques. Il y a eu les mots horizontal, il y a eu les mots milieu, la notion d'intersection avec qui ne se rejoignent pas. Mais il y a aussi eu un appel à ce que vous connaissez, vos connaissances, votre vécu, avec le parallèle avec un filament d'ampoule électrique. Donc, ce que ça donne à voir, c'est que quand on est amené à décrire, à observer, décrire quelque chose, on va s'appuyer sur ce que l'on a en nous. Donc, les connaissances qu'on a, si on a fait des maths avec de la géométrie, on va s'appuyer là-dessus. Si on a rencontré des ampoules, on va s'appuyer là-dessus parce que ça nous rappelle ça. Et c'est en quelque sorte ce dont on aimerait parler aujourd'hui, et donc notamment dans la deuxième activité qu'on va vous proposer maintenant, et où là, vous allez bosser. Parce qu'on va vous demander, comme l'ont fait depuis fort longtemps maintenant des scientifiques, d'essayer de classifier un ensemble d'éléments qu'on va vous donner en vous appuyant sur des observations. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Arnaud pour qu'il vous présente l'outil qu'on va utiliser et la façon dont vous allez fonctionner entre vous pour pouvoir classifier collectivement un ensemble qu'on va vous donner. Eh bien, merci Maxime. Du coup, avant de passer à la suite, là, l'idée, du coup, on va encore vous demander quelque chose de collectif, mais vous serez sur une autre plateforme que là, dans le chat directement. Et du coup, on va vous demander de tous utiliser un outil pour réaliser une autre mission que faire un dessin. Mais toujours sur l'idée d'observation et de compréhension de comment on observe des objets et comment on les rattache à des choses qu'on connaît pas, qu'on a vécues. Et pour ça, on va utiliser cet outil-là. Alors, on ne va pas vous donner le lien tout de suite, parce que j'aimerais prendre un temps pour un peu expliquer comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que vous devez faire. Donc ça, ce que vous voyez, c'est sur un site qui s'appelle Mural. Et il y a plein d'images. Il y a plein d'images à gauche et à droite. Et tout ça, donc c'est des personnages, vous allez les reconnaître, quoi, des personnages de dessins animés, des personnages de films qu'on a ajoutés. Et du coup, première chose pour cet outil-là, si vous voulez vous déplacer, vous cliquez avec votre souris et vous déplacez Alors, je vais remettre, c'est pas le bon mural. Ok, vous déplacez avec votre souris la page blanche. Donc, vous pouvez la mettre à gauche, à droite. Et surtout aussi, vous pouvez zoomer et dézoomer pour grossir, parce que là, c'est vrai que tous les personnages sont assez petits, on ne les voit pas. Et ça, c'est avec la molette de votre souris. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'être sur un ordinateur. Ou si vous avez un pad d'ordinateur portable, en faisant les commandes de zoom qui existent sur votre ordinateur. Et du coup, avec ça, vous pouvez les grossir, voir, il y a un Mickey, il y a un Arnold, il y a plein de petits personnages. Donc ça, c'est deux choses assez importantes. Vous déplacez en cliquant avec la souris, et avec la molette de votre souris, vous pouvez zoomer et dézoomer. Sinon, il y a aussi un petit outil ici qui vous permet de le faire en cliquant directement sur plus et moins, et qui vous dit où est-ce que vous vous trouvez sur votre dessin. Ok, donc ça, c'est la première chose. Tous les éléments-là, ils sont déplaçables, et chacun de vous va pouvoir les déplacer. Vous êtes tous sur le même document, vous allez pouvoir déplacer toutes les vignettes. Et du coup, l'objectif qu'on va vous demander, c'est de les classer, de faire des groupes d'images ensemble. Alors, comment faire ça? Du coup, déjà, choisissez ceux que vous voulez mettre ensemble. Alors moi, je sais pas, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a. Je vois que j'ai un Mickey qui a des grosses oreilles noires. Donc j'ai envie de le prendre ici et de faire un groupe oreilles noires. Je vais essayer de voir qu'il y a d'autres. Ah bah tiens, là, je vois un Snoopy qui a aussi des oreilles noires. Donc je vais le mettre avec. Et là, je vais dire, j'ai un groupe oreilles noires. Pour le signifier, pour que ce soit plus visible, ici, vous avez accès à deux outils, les outils de rond et de texte. Et pour ça, vous avez déjà entouré vos personnages. Comme ça. Et là, vous avez le groupe oreilles noires. Et vous pouvez lui donner un nom. Donc pareil, les petits éléments-là, vous cliquez dessus, vous restez cliqué, vous venez les déplacer. Hop. Là, vous pouvez double-cliquer pour sélectionner le texte et mettre, par exemple, oreilles noires. Un groupe oreilles noires. Maintenant, je ne sais pas, je vois que, par exemple, ici, Bart Simpson, hop, il a aussi des oreilles, mais elles ne sont pas noires.
Du coup, j'ai envie de le mettre pas trop loin, si je me base sur les oreilles, par exemple. Et du coup, de prendre une autre catégorie et de la mettre avec les oreilles noires. Et que là, ce serait tous les personnages qui ont des oreilles. Donc, ça ferait une deuxième catégorie, plus large, plus grande, qui serait oreilles. Donc, toujours pareil, vous cliquez pour déplacer. Pour changer le texte, une fois que vous l'avez mis au bon endroit, vous double-cliquez dessus, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et là, l'idée, c'est que tous les gens, tous ceux qui sont connectés sur ce site-là vont pouvoir modifier. Donc, ce sera à vous de trouver un moyen d'y arriver un peu collectivement. Une indication qu'on va vous donner, c'est de ne pas discuter dans le chat entre vous, parce que de toute façon, je pense que ce serait un peu compliqué, vous allez peut-être un peu vous perdre, et vraiment de rester sur ce site-là pour réaliser votre classement entre les différents personnages. Donc, gros point important, si vous avez fait une bêtise, ça arrive souvent, surtout si vous n'avez jamais utilisé cet outil, CTRL-Z, ça annule ce que vous avez fait. Donc c'est sur votre clavier, CTRL puis Z, comme sur pas mal de logiciels. Ça annule ce que vous avez fait, ça peut être pratique si vous avez fait une bourse, vous avez supprimé un personnage, ou je sais pas. Donc là, l'idée, voilà, c'est de tous ces personnages, enfin au moins la plus grande partie, d'essayer de les trouver des catégories. Donc moi, j'ai fait des exemples ici avec les oreilles, mais là, l'idée, c'est de vous, les catégories que vous pensez le plus logique pour vous en voyant tous ces personnages. Pas de représenter. Moi, j'ai pris un exemple assez rapide pour vous montrer surtout comment ça marche. Mais vraiment, faites selon vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique entre tous ces personnages. Petite précision, on va vous demander de prendre des critères qui sont observables, qui sont visibles. Ça peut être tous les critères que vous voulez, mais il faut que ce soit observable. Et là, par exemple, dites pas je vais faire les personnages gentils. Parce que ça, gentil, on ne peut pas le voir directement sur la forme du personnage. Et sinon, donc, dernière chose, on va donner 15 minutes, top chrono, pareil, comme l'activité d'avant, pour que vous réalisiez cette activité. Et du coup, si jamais il y en a qui ont des soucis avec le logiciel, moi, je vais rester avec cette page ici. Vous me dites votre problème, j'essaye de vous aider en vous montrant avec cet exemple-là. Donc ça, c'est pas le même que vous allez avoir, parce que du coup, comme ça, moi, j'en ai un propre sur lequel je peux vous montrer des exemples. Et du coup, vous me dites, ah bah tiens, Arnaud, j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux me montrer? Je vous montre, tac, 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 comment faire. Donc Arnaud, on a quelqu'un dans le chat qui nous demande comment faisons-nous pour aller sur le site, Eh s'il bien, vous plaît. justement, c'est une très belle transition. On va vous donner un lien. Donc, juste parce que là, je vois qu'Evatrice vient d'arriver en cours. Là, l'idée, j'essaie de le faire rapidement. Pareil, s'il y a des soucis, revenez vers moi pendant que c'est parti pour que je vous explique. L'idée, c'est de regrouper tous ces personnages-là. Pour se déplacer, tu cliques avec la souris et tu peux déplacer le document. Pour zoomer, tu peux utiliser la molette de ton clavier ou le petit raccourci ici pour bien voir les personnages. Et après, les personnages, en cliquant dessus, tu peux venir les déplacer où tu veux. Tu les mets avec d'autres que tu penses être proches d'une façon ou d'une autre. Et après, tu les entoures avec ces cercles-là que tu peux déplacer et modifier avec les petits carrés blancs. Et tu donnes un nom à ton groupe de personnages qui ont quelque chose en commun. Eh bien, je vais demander à Paul Boniface de donner le lien vers cet outil-là. Et allez-y. Donc, on ne communique pas dans le chat sur comment on fait. Vous débrouillez. Et c'est parti pour un quart d'heure précisément. Est-ce que Max, tu gères le chrono? Je gère le chrono. Ok. Et go, allez-y.
Normalement, j'ai mis une musique qui a l'air de mieux passer. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des... Vous n'arrivez pas à faire certaines actions sur le site. On est là dans le chat. Et on voit que ça se rend petit à petit. Il reste du temps. Il reste combien de temps, Maxime? On a encore 12 minutes. Hein. Oh. Non, pardon, pas 12 minutes. Si, 12 minutes, 11 minutes. On a encore 11 minutes. Donc de toute façon, ça va aller en se complexifiant et il y aura, c'est certain, besoin de bouger certaines choses parce que petit à petit, on aura envie de rajouter des détails à l'intérieur d'une catégorie. Donc prenons le temps et allons au plus classé possible. Si jamais il y a des gens qui arrivent en cours là et qui voient, dis donc, ça parle pas beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat parce qu'on est en train de travailler sur des documents, le document qui a été mis dans le chat au dernier moment. On est en train de classifier tout un nombre assez conséquent de petits personnages en fonction de critères observables et de ce qui nous semble logique. Ouais, ça botte. Si ça clarifie. Si vous arrivez à un moment à vouloir, pour une certaine raison ou une autre, déplacer pas un seul à la fois personnage, mais plusieurs, parce qu'il y a tout un groupe qu'on veut redéplacer dans un autre cercle, etc., parce qu'une nouvelle catégorie a été faite, vous pouvez sélectionner plusieurs objets en même temps avant de les déplacer en utilisant la touche contrôle du clavier. Donc d'abord, vous cliquez sur un personnage, puis vous laissez la touche contrôle du clavier appuyée et vous cliquez sur autant d'autres éléments que vous voulez, que ce soit des cercles, du texte.
Il nous reste 6 minutes encore. Alors, si vous voyez une Eva-Marie Lecomte, Ce n'est que moi. Il y a Albaninou dans le chat qui fait des commentaires déjà sur rassembler des, des personnages. Qui a hâte d'en voir certains. Ensemble. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le temps qui reste? On peut faire un point, il va nous rester 3 minutes. Donc c'est-à-dire un tout petit peu moins de 3 minutes. Est-ce que c'est bon pour toi, Arnaud? Ça va. Ah bah moi c'est surtout pour les gens qui sont en train de classifier. Il vous reste 3 minutes. Alors, si vous le voulez, vous pouvez, en cliquant sur les cercles, leur donner des couleurs de contour. En cliquez sur un cercle, vous avez une petite barre d'outils qui apparaît et vous pouvez soit donner une couleur de fond, soit une couleur de contour. Et ça, c'est si vous le souhaitez, faire ressortir les plus grandes catégories, celles qui rassemblent le plus de catégories. Voilà, vous pouvez essayer de donner un peu de visibilité à la classification si vous voulez. Alors juste pour... du coup, j'ai montré comment ça se passe pour donner des couleurs. Donc vous prenez votre cercle, et quand vous cliquez dessus, vous avez deux petites icônes qui apparaissent. Une icône pour le remplissage, donc ça vous la laissez vide, et une icône pour la couleur de bordure. Donc en gros la couleur de... Voilà, le petit carré. Une petite icône là. Arnaud, peux-tu baisser la musique? Clémentine nous demande dans la chat.
pour qu'on nous entende mieux quand on parle. C'est fait, Clémentine. Merci Clémentine. Bon, eh bien on va pas tarder. Bonjour. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu un gros crash de réseau il y a un quart d'heure, donc je vous ai perdu. Et voilà, je suis là. Super. Il va être l'heure de s'arrêter. Alors, et puis de regarder tous ensemble ce qu'on a produit, notre classification, donc les choix qui ont été faits de façon collective. Est-ce que, Arnaud, tu veux reprendre la main? On va s'arrêter là sur le mur. Allez, on attend que ce soit 17h05 et après. Du coup, dans quelques secondes, j'ai tous demandé de revenir sur la page Twitch, sur le live. On va regarder, je vais vous partager ce que vous avez fait. Et du coup, on va voir un peu. Là, de ce que je vois, vous avez réussi à tout classer, quasiment, ouais. Est-ce que Eva, tu confirmes cette information? Je confirme cette information. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, il est 17h05, donc on revient tous sur Twitch. Vous pouvez laisser votre jolie révélation de côté, on va les regarder. Alors Arnaud, peut-être qu'avant d'afficher le mural, tu as quelque chose à nous dire? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Maxime. C'est qu'en fait, vous avez fait une petite surprise. Parce qu'en fait, il y a 2 murales. Hop. Alors, on va celui-là à jour, ce sera plus parlant. Et hop. En fait, on vous a envoyé sur 2 liens différents. Et en fait, sans le savoir, vous étiez séparés en 2 et du coup, vous avez fait 2 travaux en parallèle, 2 classifications. Vous voulez pas trop vous le dire, du coup, pour faire un peu effet de surprise et du coup qu'on voit un peu ce que ça donne sans trop vous influencer au départ. Et du coup, donc voilà les 2 murales en haut et en bas, à gauche de l'écran. Et du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a. Et on va bientôt faire intervenir Paul Verdun, dont tu as parlé Maxime au début, qui va nous expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire intervenir dans ce cadre-là, et qui va un peu regarder ce que vous avez fait. Alors juste avant, du coup, je pense que vous avez un peu envie de voir peut-être le résultat des autres, pour ceux qui ont participé à la classification. Donc je vais... Hop. Donc ça, celui du haut. Donc je vais juste lire très rapidement ce qu'il y a. Donc j'ai une catégorie inclassable. On verra du coup ce qu'on pense Paul de mettre la 4 personnages inclassables. J'ai Cyclope, Rouge, Roux. Ici, alors j'ai une grosse masse là, avec plein de personnages, corps arrondi, corps mou. Alors est-ce que les corps mous ne sont pas aussi un peu arrondis ou les corps arrondis ne sont peut-être pas un peu mous? J'ai les éléments jaunes, ceux avec des cheveux, ceux avec une queue, ceux avec des grandes oreilles. Et on voit que du coup vous avez regroupé, il y a des espèces qui se retrouvent dans 2 catégories. Effectivement, forcément, quand on a envie de classer plein de monde, il y en a forcément qui peuvent aussi avoir une queue et avoir des oreilles, avoir qu'une queue, avoir que des oreilles. Et donc là, vous avez fait aussi une note sur les couleurs. Ici, du coup, plus véhicule, on voit que on a quelqu'un qui se retrouve à aussi avoir des roues, à être rouge, l'autre peut être que rouge. Alors, il y a Quentin qui nous dit qu'on n'arrive pas à lire. Est-ce que ça va mieux maintenant que Arnaud a zoomé? Parce que sinon, maintenant, le temps de parler de ce que vous avez fait, de regarder, peut vous donner les vrais liens, enfin les liens des deux murs. Peut-être que dans le chat, vous pouvez donner les 2 liens. Et il voit que c'est bon, super. Du coup, effectivement, il dit corps mou, c'est pas quelque chose d'observable. C'est vrai que c'est quelque chose que tu vas déduire, en effet. Mais c'est pas aussi, on va dire, tu vas pas faire aussi d'interprétation que quand tu disais par exemple gentil ou méchant. C'est vrai que corps mou, tu vois la forme, tu imagines qu'il est mou. Tu vas apporter moins d'interprétation que tu vas dire il est gentil ou là c'est plus arbitraire, quoi. Mais effectivement, corps mou, on pourrait discuter cette catégorie. Et si on fait que voir les personnages. Donc ça c'était le premier. Oui, vas-y Maxime. Si on résume un peu sur celui-là, les grands éléments qui vous ont permis de classer, donc de faire des choix, j'ai l'impression que ce sont les couleurs, les organes. Par organes, j'entends oreilles, cheveux, queue, et les formes.
Il y a quand même le corps arrondi, ainsi que le nombre d'organes, peut-être, aussi, avec les cyclopes. Alors, on va sans plus tarder Maintenant, tu regardes le deuxième. zoomer sur la deuxième. Donc là, je vois. Alors là, les inclassables de l'autre catégorie se retrouvent dans couleur noire. Et ou tentacule qui a eu un petit peu de succès aussi. Ah là, c'est marrant parce que vous avez fait une catégorie sur l'absence de catégorie, enfin l'absence d'un élément qui n'a pas été fait l'autre. Donc là, c'est donc on a une absence de pattes. Aussi la couleur qui a été reprise. La couleur a bien fonctionné apparemment. Et là aussi, vous avez fait un groupe donc c'est qui n'est pas sur un membre et qui n'est pas sur une couleur, mais sur déjà une catégorie plus proche, on va dire, d'une classification qu'on peut trouver en sciences, de regrouper, de trouver un groupe humain. Et aussi sur la caractéristique poilue. Alors, ce qui est notable entre les deux, c'est qu'il y a quand même des choses qui reviennent dans vos critères de choix pour la classification. Et puis après, il y a des choses qui sont sur l'un des travaux et sur l'autre, non. Bon, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, c'est pas facile à dire. D'ailleurs, au regard de quels critères est-ce qu'on peut dire que une classification va être mieux ou moins bien qu'une autre? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi tel critère plutôt que tel autre? Bon, nous, on n'est pas des grands spécialistes de ça. Donc on va bientôt accueillir quelqu'un pour en discuter avec nous du concept de classification. Peut-être que vous pouvez nous dire, juste avant qu'on l'accueille, quelles ont été les difficultés pour vous de classer. Et en fait, dites-nous dans le chat, quels ont été les points de difficulté, peut-être, dans le fait de devoir faire des choix pour regrouper ensemble des personnages. Et aussi, juste avant de faire intervenir Paul, donc pas Paul Boniface, mais bien Paul Verdu, n'hésitez pas à commencer à poser des questions dans le chat sur comment vous êtes pris, qu'est-ce qui vous a paru, comme disait Maxime, compliqué, voilà, quelle chose vous avez fait, et pourquoi vous avez fait, et du coup, l'idée c'est que il essaye de répondre à ces questions. Donc il y a... Quentin nous dit que les cercles, c'est limité. Donc, avec l'idée derrière qu'on a envie de pouvoir faire des formes un peu plus biscornues parce que c'est des personnages qu'on a envie de mettre ensemble pour une caractéristique peuvent être loin quand on les a construits dans une première phase avec des cercles. Quand Évatrice me dit que quand il possède des caractéristiques communes... Par exemple, là, je vois ce que disait Clémentine, c'est un personnage à mettre dans 3 catégories différentes, ça devient un peu compliqué. Parce qu'il faut que les 3 cercles se rejoignent. Ok, donc peut-être avoir fait un truc avec des traits plus marqués. Donc le nombre trop grand de catégories, quand il y a commencé à y avoir trop de catégories, ça devient impossible. Et puis, donc voilà, beaucoup de personnages vont dans plusieurs catégories. Et ensuite, il y a Foot50 qui nous dit normalement, on classe les êtres selon les rangs synomiques. Voici un gros mot. Est-ce que pour le gros mot, il n'est pas temps d'accueillir quelqu'un? Ouais. Et juste aussi, je vois la question de ce qui est compliqué, c'est que beaucoup de personnages vont dans plusieurs catégories. Du coup, je pense que ça peut être aussi une question avec laquelle on peut commencer avec Paul. Qui est, du coup, effectivement, les catégories, c'est vous qui les avez choisies. Et la question, c'est comment on choisit des catégories pour qu'elles aient du sens. Effectivement, que si tout le monde se retrouve dans la même catégorie ou se retrouve dans plein de catégories différentes, peut-être on peut se demander comment on fait cette catégorie. Et sans plus tarder, bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Alors je crois que ton micro est coupé. Voilà, ça va mieux là? Vous pouvez m'entendre? Oui. C'est parfait. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup. Désolé pour mon petit bug. Écoutez, vous posez toutes les questions qui tuent, quoi. Faut dire exactement les choses. Donc de ce point de vue-là, c'est super. Alors, la seule chose par laquelle je voulais commencer, en fait, c'est il ne faut pas prendre le processus à l'envers. Quand vous dites on a choisi des catégories, etc., c'est peut-être ce qui vous avez peut-être l'impression que c'est ce que vous avez fait, mais en fait, ce que vous avez choisi, c'est des critères de catégorisation. Vous avez choisi des critères et après, vous avez mis les gens dans des boîtes ou les objets dans des boîtes qui correspondent à ces critères.
Donc, c'est pour ça que vous retrouvez, parce que vous n'avez pas parlé des critères avant de parler des catégories, que vous vous retrouvez avec des objets qui sont dans plein de catégories différentes, que les cercles, ce n'est pas forcément idéal parce que ça peut mélanger ou pas, mais en fait, c'est co-substantiel des choix que vous avez faits. En gros, le seul truc qui marche, ça va être de faire des catégories binaires qui se regroupent pas. Donc, par exemple, si je prends votre critère jaune, il ne faut pas faire un critère jaune et un critère rouge. Il faut faire un critère jaune et tout ce qui n'est pas jaune. Et à ce moment-là, vous séparez tous vos organismes d'un côté, ceux qui sont jaunes, et tous les autres de ceux qui ne sont pas jaunes. Si vous voulez rajouter rose, en fait, il faut remplacer. Il faut faire le critère rose et tout ce qui n'est pas rose. Et à ce moment-là, tous vos individus seront à chaque fois que dans une seule boîte. Donc, si vous voulez mélanger tout ça, il faut faire un critère couleur et un critère tout le reste. Et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des choses qui sont emboîtées et dans lesquelles vous allez avoir parfois du mal à classifier les individus ou pas. Donc ça, c'est valable pour tout. Hein. Ce n'est pas valable que pour le vivant. Mais en fait, quand vous pensez à des catégories, les catégories taxonomiques, comme ça a été, les rangs taxonomiques, comme ça a été dit là. Est-ce que tu peux donner un petit mot sur rang taxonomique, peut-être pour les gens qui… ça fait un peu gros mot scientifique. Ouais, ça fait un peu gros mot, mais la taxonomie, c'est une science, en fait. C'est une science pour décrire les taxons. Les taxons, c'est quoi? Les taxons, c'est des grandes boîtes dans lesquelles on va mettre plusieurs espèces vivantes à l'intérieur. En fait, c'est un vieux mot qui a été développé et qui est utilisé, disons, à partir du XVIIIe siècle à peu près, dans les sciences naturalistes, pour parler de différents grands groupes d'animaux. Voilà, donc on l'utilise plus trop, c'est resté un terme dont on se sert en science, entre nous, entre guillemets, parce qu'il définit quelque chose de très précis, mais maintenant on va plutôt entendre parler d'espèces, par exemple, ou de genre. Homo sapiens, le genre c'est Homo, l'espèce c'est Homo sapiens. Donc pour l'être humain. Une question, Paul, parce que dans le chat, il y avait un peu une polémique, entre guillemets, sur mais Pinocchio, c'est un humain, c'est pas un humain. Et donc, en fait, il y avait eu dans un des groupes des gens qui ne savaient pas où le mettre et qui n'étaient pas d'accord. Est-ce que, parce que là, nous, on s'est amusé à classifier des petits personnages, mais est-ce que dans l'histoire des sciences, il y a eu des désaccords comme ça qui sont nés, qui ont mené à, je ne sais pas, des polémiques aussi Ah oui, ça, il y en a plus d'un. Et puis, ils sont souvent pas très drôles d'ailleurs. Hein. Est-ce que vous êtes un être humain ou pas? Si vous n'êtes pas un être humain, en général, il va vous arriver des trucs pas cool dans l'histoire. Mais ça, c'est toute la question. Pour Pinocchio, dans le cas spécifique de Pinocchio, je retiendrai le fait qu'il veut être un humain. Donc voilà, comme ça règle le débat. Mais non, on peut aller très loin. Donc ici, par exemple, au Musée de l'Homme où je travaille, on a toute la première partie de l'exposition, à laquelle j'espère que vous pourrez bientôt revenir. C'est cette question-là. C'est comment est-ce qu'on définit l'humain, si on prend spécifiquement cette question-là. Et alors là, on peut remonter à… il y avait déjà un débat entre les grands philosophes grecs, et notamment entre Platon enfin, c'est un débat mythique, mais bon, entre Platon et un philosophe haut en couleur qui s'appelait Diogène, qui vivait à poil dans un tonneau au milieu du forum. Et en gros, Platon avait fait une description de l'homme en disant l'homme, c'est un animal bipède et sans poils. Donc là, ces critères de catégorisation pour définir la catégorie homme, être humain, c'était bipède, donc il faut marcher sur deux pieds, et ne pas avoir de poils, parce on est quand même particulièrement sans poils. Et là, Diogène avait répondu, il avait pris un poulet, il avait enlevé les plumes, il avait dit voilà un être humain. Et du coup, toi, Paul, dans ton travail, ça sera peut-être l'occasion aussi d'expliquer un peu ce qu'il y a derrière éco-anthropologue. Est-ce que tu fais des critères de classification et si tu en fais, comment tu les fais? Alors moi, je travaille en génétique en fait. Moi, je suis un généticien, un anthropologue généticien, c'est-à-dire que je travaille sur la diversité génétique humaine.
Je travaille aussi en linguistique sur la diversité des langues humaines. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de reconstruire l'histoire de l'homme, de notre espèce, hein, et surtout, pas tellement notre histoire, la grande histoire, mais plutôt comment est-ce qu'on est arrivé à avoir la diversité qu'on observe aujourd'hui. La diversité de gènes, la diversité de langues, la diversité de formes, de taille, de couleurs de cheveux, ce genre de choses. Quels sont les mécanismes qui ont donné naissance à ça? Depuis combien de temps? Comment ça s'est passé, quoi? Et donc, forcément, la question, c'est qu'est-ce que je regarde? Et cette histoire-là, c'est une histoire de critères de catégorisation, c'est une histoire de construire ça. Et l'exemple que je viens de vous donner avec la bipédie sans poil, si je m'intéresse à pourquoi est-ce que l'homme est bipède, enfin Homo sapiens, hein, notre espèce est bipède, pourquoi est-ce qu'on marche sur deux pieds, à ce moment-là, je vais faire un critère de catégorisation qui est la bipédie. Et à ce moment-là, je vais chercher l'évolution de la bipédie à l'intérieur de ce que j'observe dans le vivant. Et effectivement, je vais me retrouver confronté à un gros problème, c'est est-ce que vraiment l'évolution de la bipédie chez l'homme, c'est la même que l'évolution de la bipédie chez tous les oiseaux? Parce que les oiseaux sont bipèdes, justement, d'où l'exemple du poulet. Et donc là, je vais coincer avec ma catégorie bipède parce que dans ce cas-là, en tout cas, l'histoire de la bipédie, l'évolution de la bipédie, ce n'est pas la même chez Homo sapiens que chez les oiseaux. Et donc, mon critère, en fait, que j'ai choisi a priori, que j'ai décidé comme ça un beau matin en me réveillant, bon là, dans ce cas-là, il est basé sur des données historiques, enfin, l'histoire de nos philosophes, hein, mais j'aurais pu me réveiller en me disant mou ou pas mou, tiens, comme l'exemple que vous avez pris. En fait, il n'est pas très efficace pour réussir à bien comprendre ce qu'est l'homme. Et comment tu sais s'il est efficace ou pas? Qu'est-ce qui te permet de déterminer que c'est efficace? Dans ce cas-là, ça va coincer. C'est-à-dire que mon critère en question, si mon but, c'est de séparer l'homme du reste du vivant, la bipédie, ça ne marche pas. Parce qu'il y a tous les oiseaux qui sont bipèdes et donc, ce n'est pas efficace pour parler, pour définir l'homme. Et du coup, avec les outils de généticien que tu as, est-ce que c'est tes outils de généticien qui te permettent de dire non, lui humain? Pas tellement plus, en fait. Pourquoi? Parce que tout le vivant s'écrit avec 4 lettres de l'ADN, les fameux A, T, G et C. Et donc, il n'y a pas écrit Homo sapiens avec les 4 lettres A, T, G, C. En fait, il n'y a aucune de ces 4 lettres dans Homo sapiens. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, non. C'est pour ça que je vous disais au tout départ qu'il faut faire attention à prendre le problème dans le bon sens. Essayer de définir Homo sapiens en étant convaincu que Homo sapiens existe, c'est ça l'erreur. Qu'est-ce qui existe? Une espèce là qui est en train de parler aujourd'hui sur le chat, un groupe d'individus qui partagent des choses, mais qui ont des choses différentes ensemble. Et en fait, qu'est-ce qui est le propre de l'homme? Parce que c'est cette question-là qu'on pose. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas grand-chose qui est le propre de l'homme. La bipédie, ça ne l'est pas. Voilà, il y a les oiseaux. Le fait qu'il y ait des garçons et des filles, non, il y a plein d'autres espèces, y compris des arbres où il y a des garçons et des filles. Donc voilà, ça ne nous aide pas non plus bien à le définir. Le fait qu'on n'ait pas de poils, comme tout à l'heure, ça non plus, ça rate. Il y a plein d'espèces d'animaux qui n'ont pas de poils. Comment on va définir le propre de l'homme? Alors après, dans l'histoire, il y a des gens qui ont dit la langue. La langue, c'est raté. Selon comment on définit la langue, il y a quand même d'autres espèces animales où on commence à se dire, attends, si on prend la définition classique des linguistes de la langue, c'est un langage doublement articulé, bref, des trucs un peu compliqués. On s'aperçoit que chez les baleines, ça a l'air de fonctionner aussi comme ça. Donc, la langue ne serait pas le propre de l'homme. Donc, on va pas y arriver, en fait. Du coup, le problème au départ, c'est de dire on veut trouver une catégorie Homo sapiens, on a décidé de la trouver. Et en fait, non, ça. Elle n'existe pas forcément. Il y a des fois, ça top, hein, mais il y a d'autres fois, ça ne marche pas. Vous parliez de la couleur tout à l'heure, mais la couleur, pour continuer là-dedans, la couleur, c'est parce que c'est un truc qu'on va retrouver dans toutes les catégories racistes, etc. C'est pas gérable non plus, en fait. C'est quoi la couleur? Et vous êtes bien placé chez vous pour savoir ce que c'est. On peut parler d'un phénomène physique. On peut définir la couleur en termes de longueur d'onde de la lumière. Mais cette longueur d'onde, personne ne vous dit que c'est rouge ou bleu. Hein. C'est une longueur d'onde. Est-ce que quand on parle de rouge, on voit tous le même rouge? Pas évident. C'est une interprétation du cerveau. On peut dire qu'on voit tous la même longueur d'onde, mais est-ce qu'on voit tous la couleur rouge?
Et du coup, quand vous Pas êtes clair. en train de parler là, effectivement, justement de la couleur de peau, bah, on va demander au chat, on va vous montrer une photo et on va vous demander qu'est-ce que vous auriez ressenti ou comment vous auriez perçu le fait d'avoir fait le même exercice que vous avez fait avec les petits personnages de dessin animé, mais avec cette photo-là, enfin avec ces personnages. Alors, juste en attendant qu'on joue, là, il y a un des derniers trucs sur le chat. Homo sapiens, c'est la seule espèce d'animaux qui s'interroge sur qui il est vraiment. Eh ben, si vous êtes capable de dire qu'un chien ne s'interroge pas sur ce qu'il est vraiment, eh ben, bravo. Parce que ça, c'est une question d'homme pour l'homme. Mais qu'est-ce qui vous dit que les autres animaux ou même les végétaux ne s'interrogent pas eux-mêmes sur leur propre essence? La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ne s'interrogent pas de la même façon que l'homme, avec les mêmes mots que l'homme. Mais de dire qu'ils ne s'interrogent pas, ah bah ça, c'est pas gagné, quoi. Donc, quand on parle de est-ce que les animaux sont intelligents, en fait, on parle de est-ce que les animaux ont une intelligence humaine. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intelligence du tout? C'est une autre question. Et ce n'est pas du tout facile d'y répondre. Donc, il faut faire attention. Merci pour la précision, Paul. En effet, Ouais. c'est important de souligner notre biais, peut-être de penser en tant qu'humain sur des choses qui ne sont pas. Bah, en fait, scientifiquement, on peut assez vite s'en sortir avec ce biais-là. C'est de bien rappeler d'où est-ce qu'on parle. Voilà, en physique, on le fait tous les jours. Hein. On sait bien que la Terre tourne autour du Soleil. Bah oui, mais si on prend comme référence la Terre, non, le Soleil tourne autour. C'est qu'une question de point de vue, en fait. Et du coup, là, pour les visages, je ne sais pas si tu le vois, Paul, si tu as accès au Twitch. Si tu Ouais, je suis dessus, je vois Ok, les d'accord. différentes. D'accord. Du coup, là, l'idée, c'est. Maintenant, je suis dessus. Du coup, c'est pour ceux qui sont dans le chat, en regardant les images à gauche, on vous avait demandé le même exercice qu'on vous a demandé avec les personnages. Essayez de nous dire qu'est-ce que vous en aurez pensé, enfin voilà, qu'est-ce que ça vous aurait fait ressentir d'avoir fait la même chose avec tous les visages qu'on vous a mis. Est-ce que vous auriez été à l'aise ou mal à l'aise? Enfin, qu'est-ce que, au fond de vous, est-ce que vous seriez lancé intuitivement dans la construction de quelque chose ou pas? Et pourquoi vous vous seriez senti mal à l'aise si vous étiez mal à l'aise, par exemple? Ah, Paul se serait senti très mal à l'aise. Alors pourquoi Paul se serait senti très mal à l'aise? Non, mais je ne réponds pas pour les autres. Non, c'est encore. Ah, pardon, oui, Paul, il y a une grosse confusion. C'est que... il y a un autre Paul dans le chat. C'est pardon, rigolo. okay. Parce qu'en fait, il y a un collègue à nous qui s'appelle Paul et qui est dans le chat pour nous dire. Et du coup, c'est lui qui a écrit dans le chat. D'accord. Oui, et du coup, effectivement, Paul Verdu, on va te demander après, toi, quel est ton point de vue? Donc, Quentin, alors, sur une toute autre conversation. Non, mais c'est une très bonne question. Bon, je ne peux pas enlever le fait qu'on ait des sociétés dans lesquelles il y a eu énormément de racisme, des grands drames historiques, on a tué des gens, on a esclavagisé des gens, on continue à le faire d'ailleurs à l'échelle de notre espèce dans pas mal d'endroits, c'est sordide. Et essentiellement, sur l'une des bases historiques, ça a été cette fameuse histoire de couleur de peau. Et donc, effectivement, vous pouvez dire, allez-y, classez les gens selon la couleur de peau. Et le problème, c'est que la première chose que vous allez faire, c'est sûrement quelque chose qui est lié à la façon dont, historiquement, on vous a appris à regarder la couleur de peau. Et vous allez dire noir, blanc, et puis entre les deux, et puis vaguement jaune, etc. Mais en vrai, dès qu'on se met à vouloir essayer de faire ça scientifiquement, c'est-à-dire, je vais prendre le critère couleur de peau, il y a plein de gens que vous n'allez pas réussir à catégoriser. Parce que de noir, attendez, on parle de quel noir là en fait? Et puis il y a plein de noirs différents, et puis il y a plein de marrons différents, et puis blanc, mais il n'y a personne qui est blanc. Il y a des gens qui sont plus ou moins roses, mais blanc comme le blanc que vous avez sur le fond de l'écran Twitch, ça, il n'y a personne qui est comme ça. Ou alors il est très malade, hein, mais ça n'arrive pas. Les jaunes, je ne vous en parle même pas. Les rouges, à part certaines personnes qui se peignent le visage, il va y avoir personne de rouge. Donc, vous n'allez pas vous en sortir. Et pourtant, c'est le premier réflexe que vous allez probablement avoir. Et là où c'est extraordinaire, c'est que ce réflexe-là, tout le monde pense que c'est inné. Bah oui, il y a des noirs, il y a des blancs. Sauf qu'en fait, ce n'est pas inné du tout. C'est complètement appris.
Les enfants, si vous allez dans les cours de récréation avec les enfants très jeunes, en fait, ils découvrent qu'ils sont noirs ou qu'ils sont blancs à un moment donné, parce que culturellement, ils ont fini par apprendre, on leur a indiqué, ce n'est pas forcément actif, ça peut être très passif, que y a des noirs et des blancs, et subitement, du jour au lendemain, je réalise que je suis noir. Et franchement, il y a pas, ou blanc d'ailleurs. Il y a pas mal de gens qui vivent ça, qui s'en rappellent même, pour qui ça peut être une certaine forme de traumatisme. Mais l'idée, c'est que ce que je veux vous dire là, c'est que catégoriser, les catégories, elles ne sont pas innées. Elles sont construites, elles sont fabriquées, et on va mettre les gens dans les boîtes. Et du coup, toi, Paul, tu n'étais pas trop mal à l'aise de faire l'exercice avec les images qu'on a à gauche, ou je ne sais pas si tu étais à l'aise ou pas, et du coup, alors, est-ce que tu es à l'aise ou pas, et pourquoi? Est-ce que tu serais à l'aise ou pas, et pourquoi, si on dit... Là, tu parles à Paul du Paul chat. Verdu. Machin, il paraît qu'il faut l'appeler machin. Oui, maman. En attendant, il y a Evatrice, et puis on pourra revenir après sur. Il y a quand même toute une discussion sur le chat aussi, quand même, avec l'idée de la conscience qu'ont les animaux en se regardant dans un miroir. On pourra y revenir à la fin parce que c'est intéressant. Mais j'aimerais juste revenir sur ce que Evatrice disait. Elle disait si on voulait classer ça, il faudrait trouver des critères qui ne font pas polémique. Par exemple, lunettes sans lunettes. Et moi, je me dis, si toi, tu travailles en tant que généticien sur l'espèce humaine, tu n'es pas en train de chercher des critères qui ne font pas polémique, un nombre de poils de barbe ou quoi. Il y a des moments où tu y vas, et est-ce que parfois ça fait quand même polémique, ou est-ce que la science arrive à se détacher? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un travail scientifique, c'est-à-dire qu'on va constamment remettre en question, on va constamment confronter, faire des hypothèses et puis décider est-ce que ça marche ou pas. Là où ça peut être polémique, c'est que y a des fois, on peut tomber sur des résultats qui font écho à des trucs assez moches. En vrai, on s'en sort assez bien, en fait. Il suffit de déconstruire. Il suffit de déconstruire pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que ça pose problème ou pas. Moi, j'ai un avantage avec la génétique, c'est qu'elle s'ancre sur l'individu. Et donc, moi, la seule chose que je fais, c'est regarder qui est-ce qui est plus proche génétiquement les uns des autres. Deux jumeaux, des vrais jumeaux monozygotes seront plus proches génétiquement qu'ils ne seront d'autres personnes. Et ça, pourquoi? C'est quelque chose qui ne dépend absolument pas d'eux et de personne. C'est comme ça que la reproduction fonctionne. Donc après, la question, c'est encore une fois, d'où viennent ces différences? Et comme mon métier, c'est d'essayer de comprendre d'où viennent ces différences, finalement, quand on arrive à une réponse, en général, ça fait dégonfler toutes les polémiques. L'histoire des couleurs de peau, d'un point de vue évolutif, est une histoire absolument passionnante. Pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs de peau qui sont différentes? Et voilà, il y a un article récemment qui est sorti et qui a montré que bien avant qu'Homo sapiens apparaisse, c'était même avant que Néandertal apparaisse, donc on parle d'il y a 500 000 ans, nos ancêtres, ils avaient déjà potentiellement plein de couleurs de peau différentes. Et qu'au cours, en plus, il y a des nouvelles couleurs de peau qui sont apparues. Et tout ça, après, les gens se mélangent, se métissent, tout ce qu'on veut. Et sur des centaines de milliers d'années, on arrive à la diversité qu'on observe aujourd'hui. Par quoi est-ce qu'elle est déterminée? Elle est essentiellement déterminée par le hasard. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs de peau? Parce que c'est possible. On pense toujours à l'adaptation. Ça, c'est un truc très difficile, en fait. Mais les généticiens, ça fait longtemps qu'on a relativement dépassé ce cadre darwinien où tout est le produit d'une adaptation, etc. Non. Il y a plein de trucs, c'est juste là parce que c'est possible. Et pourquoi est-ce qu'il y a une diversité du vivant? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs façons d'être bipède entre les oiseaux et les êtres humains, par exemple? Parce que c'est possible. Vous êtes encore là pour en parler, donc vous êtes suffisamment adapté pour être là pour en parler. Les couleurs des cheveux, ça ne change pas grand-chose à est-ce que vous survivez ou pas, à est-ce que vous faites des bébés ou pas. Elles existent juste parce que y a un moment, il y a une mutation qui est arrivée au hasard, et cette mutation, elle n'a pas changé grand-chose à la survie de l'individu, et donc on est encore là pour en parler. Après, par-dessus, la couleur de peau, c'est aussi en interaction avec l'ensoleillement, pas parce qu'on a envie de bronzer ou quoi ou qu'est-ce, mais parce qu'on a besoin d'UV pour fabriquer de la vitamine D. Et donc, c'est en interaction avec ce genre de choses, mais pas que. La vitamine D, vous pouvez en manger aussi. Il y en a pas mal dans les graisses de poisson.
Et donc, on s'aperçoit typiquement que la quantité de soleil pour fabriquer de la vitamine D, ce n'est pas très important. Et il y a plus de différences de couleur de gens dans les populations où on mange beaucoup de vitamine D. Donc, il y a plein d'interactions comme ça qui vous permettent finalement d'expliquer pourquoi cette diversité elle est présente aujourd'hui. Et à partir de là, la polémique, c'est un problème de politique, de société, c'est un problème d'histoire. Ce n'est pas vraiment un problème d'évolution. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que Evatrice vient d'écrire dans le chat, la dernière chose. En fait, c'est plus ou moins vrai. L'idée, c'est que, si je vais essayer de le faire vite, en gros, vous avez besoin d'absorber un peu d'UV par la peau, un certain type d'UV, pas tous les types d'UV, mais un certain type d'UV, vous avez besoin de l'absorber par la peau et en fait, ça vous permet de casser le cholestérol pour fabriquer de la vitamine D. La vitamine D, vous en avez besoin parce que ça permet en partie de fixer le calcium des os, donc vous en avez besoin pour grandir tout simplement, pour que vos os puissent se construire. Donc à partir de là, quand il n'y a pas beaucoup de soleil, si vous êtes de peau très foncée, vous allez absorber moins d'UV. Donc, vous pouvez avoir un problème pour fabriquer de la vitamine D. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de soleil, à ce moment-là, même si vous êtes de couleur très foncée, vous allez absorber suffisamment d'UV pour fabriquer assez de vitamine D. OK. Donc, l'idée, c'est quand il y a beaucoup de soleil, vous allez être plus foncé, pas pour un problème de vitamine D puisqu'il y a assez de soleil, mais parce qu'en fait, le bronzage, ce n'est pas toujours top. Les UV, ce n'est pas top. Il y a la question des cancers que vous connaissez bien, mais ce n'est pas tellement ça dont je veux parler. Les UV, ça fait des carences en vitamines aussi. Et ça crée des problèmes pour le développement des fœtus. Les excès d'UV chez les femmes enceintes peuvent être très dangereux pour la grossesse. Donc, quand il y a beaucoup de soleil, ça peut être intéressant d'être assez foncé, de couleur de peau, parce que vous allez avoir assez d'UV et ça va vous protéger des effets néfastes des UV. En revanche, dès qu'il y a beaucoup moins de soleil, comme c'est le cas dans nos latitudes ou même chez les Inuits, par exemple, là, ça devient intéressant d'avoir la peau assez claire pour absorber assez d'UV. OK, donc ça, c'était l'hypothèse des années 70 pour expliquer ça. Sauf que là, on a un problème, c'est que les Inuits, où il n'y a pas beaucoup de soleil, ils sont vachement foncés de couleur de peau. Il y a aussi pas mal de populations de First Nations ou les autochtones américains qui sont aussi très foncés de couleur de peau et qui vivent dans le Grand Nord canadien, où il n'y a pas beaucoup de soleil. En fait, c'est là où on a besoin de faire intervenir la bouffe. Si vous mangez assez de vitamine D, la couleur de peau, la réaction aux UV, vous vous en foutez un peu. Et donc, vous pouvez avoir beaucoup plus de couleurs différentes. En fait, les couleurs de peau très claires en Europe du Nord, par exemple, elles sont apparues extrêmement récemment. Elles sont apparues il y a à peine 10 000 ans, un peu moins même. Et pourquoi elles sont apparues très récemment? En fait, elles sont apparues à cause de l'agriculture. En gros, quand vous êtes passé à l'agriculture, vous avez arrêté de manger du foie de mammouth ou du foie de bison et vous avez commencé à avoir des grosses carences en vitamine D dans l'alimentation. Et là, tout à coup, c'est devenu important d'avoir une couleur de peau plus claire pour absorber les UV du soleil pour fabriquer de la vitamine D, parce que vous n'en mangiez pas assez. Donc, en fait, c'est une interaction constante. L'homme est une force évolutive chez l'homme, c'est la culture. Mm-hmm. Un Inuit, vous le mettez tout nu sur la banquise, je vous assure, il meurt assez rapidement. Donc, vous avez besoin de vêtements pour tenir sur la banquise. Donc, les Inuits, ils n'existeraient pas s'ils n'avaient pas de vêtements. Donc, on est dans des processus où la culture est une force évolutive qui va déterminer votre diversité génétique aussi. Et donc, on est dans des interactions complètes entre votre environnement et la façon dont vous vivez dans cet environnement et dont vous développez des techniques, soit pour résister, soit pour améliorer, soit pour tout ça. Donc, la couleur de peau, c'est lié à l'ensoleillement d'une certaine façon, mais pas que. Vous êtes obligé d'intégrer les différents éléments pour pouvoir expliquer la diversité des couleurs de peau telles qu'on les trouve aujourd'hui. Merci pour cette réponse complète. Je crois que je n'avais jamais entendu d'explication aussi complète sur la couleur de peau. Donc, merci aussi, Evatrice, d'avoir posé ça. Alors, on se rapproche de la fin. On était parti des petits personnages qu'on vous a demandé de classer. Après, avec toi, Paul, tu nous as parlé de la difficulté en fait, à trouver ce qui caractérise, à définir ce qui caractérise l'être humain et même un peu l'impossibilité de ça. On a parlé des couleurs de peau.
Et on peut peut-être revenir sur une discussion très rapidement. Si tu as un mot à dire là-dessus, hein, mais tu peux aussi te dire non spécialiste. Quand on parlait de ce qui caractérise l'être humain, effectivement, tu t'as dit toi-même, voilà, on entend parler de la conscience de soi, voilà, la notion de conscience, d'être capable de s'interroger sur soi-même, etc. Et dans le chat, on a une petite discussion qui s'est engagée là entre 2-3 personnes qui sont allées regarder quelques informations aussi sur Internet et qui ont vu que, voilà, mis devant un miroir, certains animaux, si on leur fait une tâche quelque part sur le corps, vont essayer de se l'enlever. Et donc ça, voilà. Est-ce que ça vient dire quelque chose? Non, mais c'est un très bon exemple de comment est-ce qu'on va procéder en science. C'est-à-dire que même si vous sortez une hypothèse complètement farfelue, vous pouvez la tester. Vous pouvez la tester, mais pas forcément que expérimentalement, hein. Il y a plein de sciences pas expérimentales, comme ce qu'on fait là, où avec l'observation, vous pouvez dire ah bah non, ça tient pas quoi. S'il y a que les êtres humains qui se reconnaissent dans un miroir, on a plein d'exemples d'animaux. Vous mettez des poissons devant un miroir, il se passe des trucs bizarres aussi, je vous assure. Donc la question elle est plutôt dans comment est-ce qu'on interprète le résultat. Mais effectivement, c'est des grandes questions. Pour moi, en tant qu'anthropologue, en fait, c'est des questions c'est plus intéressant du point de vue de l'éthologie, du point de vue des comportements des espèces qu'on regarde, que vraiment sur une histoire de définir l'homme. Ce qu'on apprend beaucoup avec ça, c'est comment est-ce que nous, on fonctionne. Mais qu'est-ce que les animaux pensent de tout ça? C'est une question extrêmement difficile. Et c'est le travail de tous les éthologues, qu'on soit primatologue en travaillant sur les primates ou je sais pas moi, ou poissonologue quand on travaille sur les poissons. Il y a vraiment ça n'existe pas, hein, mais voilà. Il y a vraiment cette question de qu'est-ce qu'on va vraiment tester? Quand je mets un miroir face à un chien, qu'est-ce que je cherche à savoir en fait? Donc, c'est ça surtout les questions que vous devez vous poser. En fait, pour revenir un peu à cette question-là, ce sera toujours très très dur d'exclure le fait que l'animal, il a pas eu envie de jouer à votre jeu là. Ou il vous a menti. Ouais. Qu'est-ce qui va vous permettre d'exclure ça? Quand vous faites un test de ce genre de choses, vous pouvez mentir. Qu'est-ce qui vous empêche, a priori, de penser qu'un animal va aussi vous berner? Et il va bien rigoler dans son coin avec ses potes, du genre, ah, t'as vu ce crétin d'humain, il a encore tombé dans le panneau. Et bien là, trouvez le moyen d'imaginer une expérience qui vous permettra de vous comprendre avec l'animal en évitant ces choses-là, c'est extrêmement difficile. Et c'est le travail de tous ces gens qui travaillent sur le comportement animal, qui essaient de comprendre un certain nombre de choses, etc. Et alors en plus, vous rajoutez une couche, c'est que moi, il y a des choses que j'aime bien quand on regarde aux zoos, en fait, il y a toujours un moment quand vous êtes face aux animaux, notamment avec les primates, où vous vous demandez si c'est eux qui vous regardent ou si c'est vous qui les regardez. Et il y a des expériences intéressantes qui ont été faites, pas des expériences, des observations intéressantes qui ont été faites et qui ont montré, notamment chez les chimpanzés, en zoo, qu'en fait, toutes les grimaces qu'ils font, c'est parce qu'ils vous imitent vous. D'accord. Donc vous passez votre temps à faire des grimaces, etc. Et le chimpanzé, il fait pareil, quoi. Il fait pareil, en tout cas par nature. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il le fait? C'est toute une histoire. Mais l'idée, c'est… non, ça n'existe pas, les poissonnologues. Mais c'était juste pour vous dire que ce qui est intéressant dans toutes ces histoires-là, c'est de se poser des questions sur comment ça marche, de remettre en question ça. Vous verrez que la façon dont on parle de tout ça au Musée de l'Homme, en tout cas, si un jour vous pouvez y revenir, j'espère, c'est que si on cherche le propre de l'homme, qu'est-ce qui est unique à l'homme et qu'on ne trouve pas ailleurs, ce n'est pas ces histoires de comportement, ce n'est pas ces histoires de bipédie, ce n'est pas ces histoires le pouce opposable, là, ça c'est un grand truc. Mais… Paul, tu vas vraiment nous donner la réponse à la question qu'est-ce qui est propre à l'homme? Nous t'écoutons. Je vais vous donner un élément de réponse pour vous faire réfléchir. Un des trucs qu'on ne trouve pas, vraiment qu'on ne trouve pas, c'est que l'homme est il ne faut jamais dire jamais en biologie. Ne dites jamais, jamais en biologie. Il y a toujours un moment où vous allez vous planter. Mais il y a un truc qu'on ne trouve pas, c'est que l'homme est un des seuls, ou qu'on trouve très difficilement, à transformer son propre corps. Les piercings, les tatouages, le maquillage,
ça, c'est des trucs qu'on trouve assez peu dans le reste du monde animal. Il y a des animaux qui se lèchent le poil, qui se l'embellissent et tout ce qu'on veut. Ça, on trouve ça aussi chez l'homme. Mais qui se fasse un piercing, alors qu'il pourrait, hein, techniquement, ce n'est pas forcément une difficulté pour un orang-outan de se faire un piercing, quoi. Mais on ne le trouve pas tellement. Ces modifications du corps, ces modifications durables du corps, en permanente du corps, pour des raisons, ça vous appartient. Mais ça, c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement dans le reste du monde animal. Je ne veux pas dire jamais, parce qu'on va forcément trouver un autre exemple. Mais voilà. Okay. Donc, en fait, ce qui définirait le propre de l'homme, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, quoi. Donc, c'est une chouette conclusion à cette discussion, je pense. La prochaine fois que vous passez devant un salon de tatouage ou un salon de piercing, vous penserez au sens de l'homme. Est-ce que les truites sont belles le samedi soir pour aller danser? Et merci beaucoup, Paul Verdu. C'était super intéressant. Une très belle discussion. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Désolé pour le petit retard, mais désolé. Et puis bravo, parce que c'est des beaux exercices que vous avez faits là. C'est des questions compliquées et je pense que tout le monde a pu voir que catégoriser, c'est faire des choix et parfois c'est intéressant, puis parfois c'est pas intéressant et ça peut changer. Voilà, les identités, elles sont construites, elles n'existent pas. Ouais. Bien, merci beaucoup, Paul. Et alors, vous avez entendu l'invitation à aller au musée de l'homme dès que ça réouvre. C'est noté. Et on va pouvoir dire peut-être au revoir à Paul. Je vais passer sur l'écran un peu pour dire au revoir entre nous. Mais merci encore beaucoup, Paul. Et, merci à vous encore une fois. Peut-être une autre fois dans un autre contexte, dans un autre monde. L'expression un petit peu. Juste parce que je vois une question à laquelle il y a marqué est-ce qu'il y a beaucoup plus de végétariens au muséum que la moyenne à force de travailler. Eh bien, je ne sais pas. Mais on voulait la réponse pourtant, c'était essentiel là. Je ne sais pas. Mais prochaine observation à faire qui ne sera pas une expérience. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent demander. Allez, merci beaucoup, Paul. Un grand merci, Paul. Au revoir. Eh bien, nous, on va beaucoup plus tarder, mais c'était juste pour dire au revoir. Merci de nous avoir suivis pour... Hop là, je recadre Max qui... Merci de nous avoir suivis. Ouais. Merci à tous. On va vous mettre dans le chat, comme à notre habitude, à Confinta Science, on va vous mettre le Padlet, qui donc une récolte de ressources qui vous permettent de creuser un peu les thématiques qu'on a abordées. J'aime les sciences, je pense que tu peux poser la question qui n'a aucun rapport. On verra si on donne une réponse qui n'a aucun rapport ou non. Donc, merci d'avoir été là. C'était la deuxième fois qu'on faisait donc un Confinta Science durant les vacances. Pour l'instant, il n'est pas prévu de continuer. On verra en fonction de ce qui se passe au niveau des conditions sanitaires. Comme tout le monde, on s'adapte petit à petit, semaine après semaine. Donc, on attend peut-être la question de j'aime les sciences quand même, si tu veux la poser. Et après, on va se dire au revoir. On lui a peut-être mis trop de pression là maintenant. Tout le chat n'attend plus que la question de j'aime les sciences. Alors moi, je fais juste une remarque par rapport au contexte actuel, donc je vais peut-être lire la question pour ceux qui n'ont pas le chat pour une raison ou une autre. Est-ce que ça sert à quelque chose de souffler sur un aliment chaud pour le refroidir, vu que notre souffle est plus chaud que l'air ambiant? Moi, j'aurais juste à dire qu'en ce moment, c'est pas conseillé à cause du Covid de souffler sur des trucs que surtout tu vas manger après. Et je sais pas si Maxime, tu as quelque chose. Ensuite, moi, j'aurais envie de te conseiller de te renseigner sur les différents types de transferts thermiques. Parce que si tu souffles sur un aliment chaud, c'est a priori pour le refroidir, effectivement, comme tu le dis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de chaleur qui s'effectue. Et donc, les transferts thermiques, c'est tout un monde. Et il y en a souvent qui sont en concurrence ou qui s'additionnent. Tu peux aller chercher un petit peu ce qu'il y a sur les transferts thermiques. Et il doit y avoir peut-être de la convection là-dedans, mais je n'en dis pas plus. Mais merci tout le monde. Merci à tous. Et peut-être bien à une prochaine fois. Qui sait? Allez, bonne fin de mercredi, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.